Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Au menu de votre émission ce soir, le Sénat au complet, le décret du président de la République nommant les 30 sénateurs attendus vient boucler une séquence démocratique entamée le 7 février dernier par la convocation du corps électoral. Le décret du président de la République donne une coloration pluraliste à la Chambre haute du Parlement, mais avec un taux de renouvellement d'environ 29%. Peut-on parler d'habit neuf au Sénat? Scène de Presse ouvre le débat, tout comme il se projette sur la présidence de l'institution, les défis qui interpellent cette mandature. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse, le zooming qui fait le bilan de la première mandature, et puis en focus, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, dresse un bilan à mi-parcours de ses visites de travail à travers le pays. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. C'est en mode selfie. Je suis professeur Aboya Ndong Manassé, politologue. Le Sénat aura-t-il un nouveau visage? Oui, le Sénat aura un nouveau visage avec des nouveaux hommes fraîchement sortis des urnes et ayant bénéficié de l'onction du décret du président de la République. Le Sénat aura un nouveau visage avec une configuration institutionnelle qui laisse seul le RDPC avoir le droit de constituer un groupe parlementaire, le SDF n'ayant pu obtenir que 7 sénateurs sur les 10 requis pour pouvoir constituer un groupe parlementaire. Georges Alain Boyomo, directeur de publication du quotidien Mutation. Le Sénat, QV 2018-2023, c'est la majorité obèse du RDPC. Nous espérons que cette majorité ne va pas enfreindre sur le débat démocratique au sein de cette Chambre. Nous espérons, et cela fortement, que les sénateurs du parti au pouvoir vont se considérer comme des sénateurs de la nation et non les sénateurs d'un parti. Yannick Yunga, coordonnateur de la rédaction de l'eau du Sahel. Le Sénat camerounais a-t-il un nouveau visage? Je dirais oui et non. Oui, parce que lorsque l'on regarde le Sénat actuel, on voit bien que le RDPC est le seul parti politique à disposer d'un groupe parlementaire au Sénat. Non, parce que une fois de plus, à l'examen de la configuration actuelle du Sénat, on voit bien que le RDPC dispose, comme lors de la précédente législature, d'une majorité absolue, une majorité, j'avais dit, obèse. Je suis Emmanuel Atangana, journaliste en service au poste national de la CRTV. Je crois que la dernière élection sénatoriale, la deuxième de l'histoire politique du Cameroun, et la nomination par le président de la République de 30 sénateurs est une indication précise que le Cameroun est résolument entré dans la modernité politique et démocratique. Par ailleurs, c'est une autre indication de la volonté affichée par le président Biya d'ouvrir l'accès de la Chambre haute à d'autres partis. Et maintenant, place nette au débat. Emmanuel Atangana, bonsoir. Bonsoir Litresse, merci pour l'amitié, l'invitation et bonsoir à vos téléspectateurs et ainsi qu'aux autres panélistes. C'est nous qui vous remercions parce que vous avez été victime d'un sinistre aujourd'hui. Vous auriez pu ne pas venir ce soir, mais grâce à Dieu, vous avez accepté de braver j'ai envie de dire, ce malheur qui vous frappe et d'être des nôtres ce soir. Merci pour vos encouragements. J'étais victime, je ne sais pas si c'est un braquage. Des bandits ou bien des individus mal intentionnés ont cassé ma voiture dans le parking la nuit dernière. Nous espérons que la police pourra nous éclairer sur cette affaire. Alors, je le disais, place nette au débat ce soir. Le président de la République a nommé les 30 qui étaient attendus quelques jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Le Sénat est donc désormais au complet. Un taux de renouvellement de 15% en ce qui concerne les 30. Un taux de renouvellement de 44,28% en ce qui concerne les 70. Alors, peut-on dire que ce Sénat présente un nouveau visage?
ne sais pas s'il faut absolument parler d'un nouveau visage, parce que le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement, et vous savez que les deux chambres du Parlement ont deux missions essentielles: légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Et c'est un travail collégial, c'est un travail collectif, dont quand les sénateurs sont en plénière, quand ils votent pour le compte d'un parti politique, pour le compte du gouvernement qui est majoritaire, le RDPC, pour cette mandature. Donc on ne peut pas, à mon sens, dire qu'il y a un renouvellement. Au niveau de la configuration, peut-être des nouveaux visages. Voilà. Maintenant, le renouvellement, c'est par rapport à l'entrée d'un nouveau parti, un autre parti, l'UPC, dans la chambre haute du Parlement camerounais. L'UPC qui est représenté par un militant de la région du Sud-Ouest. L'UPC qui fait son entrée donc dans ce Sénat. Oui, représenté par un militant de la région du Sud-Ouest, alors que généralement on pense que l'UPC a pour fief la région du Centre, et notamment le département d'Ignon-Ekele, parfois aussi le département de la Sanaga maritime, parce qu'ils ont justement des conseils municipaux dans ces deux départements. Et il s'agit bien de Leke Besongo Akemfor, qui est donc militant de l'UPC, qui est par ailleurs président régional de ce parti politique dans le Sud-Ouest. Georges Alain Boyomo, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, votre journal s'est arrêté sur ce qu'il qualifie de surprise du président de la République. Quelles sont ces surprises? Vous avez parlé des entrées, vous avez parlé de ceux qui sont sortis. Est-ce qu'il y a eu un tsunami véritable? Il n'y en a pas eu? Bon, pas de tsunami, parce que connaissant bien le président de la République, qui n'est pas habitué des séismes, il est habitué à procéder par dose homéopathique. Mais comme toujours, il y a la surprise du décret et qui bénéficie à un ou deux individus. On l'a vu avec le professeur Albin Bida, qui était naturellement aux anges. L'attente a été très longue. On a vu la sortie de l'ancien ministre Baba Amadou. Rien ne présageait que ça devait être le cas. Il est peut-être la victime d'un certain nombre d'arrangements. On y reviendra. Certainement. Dans la Damawa. Maintenant, on espérait quand même que l'ancien Premier ministre Sachi Diachou, après n'avoir pas été aligné pour l'élection, allait être nommé. Il n'en est rien. Et puis, il y a d'autres surprises. Il y a d'autres surprises, dont celle peut-être prévisible du député, il a été député également, de Roland Mata, de l'Est. Donc, voilà quelques surprises qui ne consacrent pas un tsunami, un mouvement de grande amplitude, mais quand même, il y a des lignes qui bougent. Vous avez parlé de l'UPC, vous avez parlé des deux parlementaires de l'UNDP. Voilà, là également, ça bouge un peu. Et quelque chose qui bouge peut-être à contresens, c'est que il y aura un seul parti, qui aura un groupe parlementaire, c'est le RDPC. Nous allons revenir sur cette question. Lorsqu'on parlait n'aura pas de groupe parlementaire. Voilà, lorsque vous parlez de l'UNDP, c'est que Pierre Flabo Gayap a été va siéger au Parlement, au Sénat, en compagnie de Jafar Ouamadou, qui vient de la région de la Damawa. Yannick Yemga, bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors vous avez été clair dans votre présentation tout à l'heure, il n'y a pas de nouveau visage au Sénat. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de nouveau visage. Le Sénat ne présente pas pour vous un nouveau visage de manière fondamentale? Oui, de manière fondamentale, on ne peut pas dire que le Sénat présente un nouveau visage. Si je ne prends que les 30 personnalités qui ont été nommées par le chef de l'État, vous voyez bien que les figures les plus emblématiques reviennent. Il y a le président Niat Tifendi Marcel qui revient, il y a le sultan Mobonjoya qui revient. Donc, si je ne cite que ces deux personnalités-là, on voit bien que la configuration de la précédente législature est en train de se redessiner. Mais cela ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas eu quelques changements. Effectivement, pour ce qui concerne la partie septentrionale, on l'a indiqué tantôt, on a vu que dans la région de la Damawa, il y a eu, moi je veux parler de tsunami, puisque personne n'attendait véritablement l'avènement d'un sénateur UNDP. Et on voit bien que, comme nous l'avons dit à l'œil du Sahel, cela c'est le sénateur Baba Amadou a été sacrifié sur l'autel
des alliances politiciennes entre le RDPC et l'UNDP. J'espère qu'on en parlera quand même. Je voudrais qu'on s'arrête justement sur ces alliances-là. Vous avez titré deal entre le RDPC et le SDF et l'UNDP. Autant pour moi. Oui, deal parce que il vous souvient que pendant le contentieux préélectoral, l'UNDP avait introduit un recours devant le Conseil constitutionnel à l'effet d'obtenir l'annulation de la liste RDPC au motif que une des candidates de cette liste, en l'occurrence Madame Swadatou Diallo, épouse Kalkaba, avait un élément, j'ai envie de dire, faux dans son dossier. Et on a vu que nuitamment ce recours-là a été retiré devant le Conseil constitutionnel. Alors, Raoul Zama a parlé dans cette édition d'atermoiement de l'UNDP. Oui, bon, pour revenir au fait, le recours a été effectivement retiré. Nous avons approché quelques responsables de l'UNDP qui indiquaient que de manière stratégique, ils avaient préféré un recours post-électoral qui avait plus de chances d'aboutir, parce qu'il faut se souvenir que le collège électoral dans la région de la Damawa est largement favorable au RDPC, qui a la majorité des conseillers municipaux. Et donc l'UNDP craignait que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, parce que le RDPC a menacé de voter, de voter pour les listes du SDF. Voilà, très exactement. Et donc on voit très bien que l'UNDP a mené tout son monde en bateau, puisque il n'y a pas eu de recours post-électoral, il n'y a pas eu de contentieux post-électoral pour ce qui concerne ce dossier-là. Et le président a effectivement sorti de son chapeau l'ex-député UNDP pour remplacer le sénateur Baba Madou. Mais donc, l'alliance a été récompensée. Mais tout ça est anecdotique. Je voudrais quand même indiquer quelque chose qu'on a dit en quelques mots. C'est que quand vous voyez par exemple un parti comme l'ANDP, qui est représenté, bon, quand je dis représenté, parce que Mme Aboui Malise, qui est de la région de l'Est, va représenter la région de l'Est, puisque les sénateurs représentent les régions. Mais vous voyez que le porte-étendard de l'ANDP au Sénat, ce sera Mme Aboui Malise, qui est très loin, et l'ANDP, elle est très loin des bases même de ce parti, puisque le fief naturel de l'ANDP, c'est dans la partie septentrionale. On a vu la même chose pour l'UNDP. Tout ça, ça renforce l'idée que le RDPC s'est assuré à l'occasion de ces sénatoriales qu'il n'y aurait que sa voix au Sénat, puisque on voit vous voulez dire que le RDPC a fait nommer ou a nommé ses amis pour... Dans tous les cas, c'est de bonne guerre. Je pense que dire le contraire serait malhonnête, c'est de bonne guerre. Je pense que si un autre parti politique était en position des moyens politiques du RDPC, il n'aurait pas permis à l'opposition de s'exprimer. Mais c'est dommage un peu pour l'image de notre démocratie, parce qu'à partir du moment où le Sénat, qui a vocation, qui est une chambre du Parlement, mais qui a vocation à contrôler l'action du gouvernement, est en incapacité de pouvoir le faire, parce que le président du Sénat étant nommé par le chef de l'État, etc. On ne va pas revenir là-dessus. C'est pas très très sain, on va dire. Alors, professeur Abouya Manassé, vous venez justement d'écouter Yannick Yemga. Je vous ai vu sourire il y a quelques instants, mais avant que vous ne réagissiez à la posture de Yannick Yemga, je voudrais quand même que nous parlions de cette mandature qui a finalement une coloration plurielle grâce au décret du président de la République, qui fait donc entrer 6 partis politiques au Sénat. C'était une exigence, c'était une nécessité au regard de notre système gouvernant, vous le pensez ? Je pense que c'est l'une des caractéristiques du bicamérisme dans les États unitaires qui ne sert pas nécessairement à la fluidité dans l'examen des tests, mais pour lequel il peut être utilisé justement pour régler des problèmes politiques. On l'a vu le Sénat au Rwanda, au Burundi, plus précisément, à RDC, il a servi de recasement des miliciens au niveau de la capitale. Donc, je crois que l'arme du décret peut permettre d'opérer certains correctifs
en l'occurrence, permettre une représentativité plus large des partis politiques au sein de cette instance, et en même temps le Sénat qui joue un rôle important dans le double examen de la loi après l'Assemblée nationale, permet justement de s'ajuster, parce que je le dis toujours, techniquement l'Assemblée nationale est plus politique que le Sénat, qui a un caractère juridique, qui peut donc corriger les manquements de la Chambre basse au cas où la loi n'est pas examinée avec beaucoup de rigueur. Donc je pense que l'arme politique dans notre pays, à l'heure actuelle, avec tous les soubresauts qu'on a ici et là, peut être utilisée effectivement pour élargir le champ de participation des partis politiques qui n'auraient pas espéré être représentés sans l'intervention présidentielle, comme on l'a vu donc avec ce décret. Alors, le quotidien Le Jour pense que c'est un vernis, et je cite, c'est un vernis qui sert de gage donné à certains partenaires extérieurs. Est-ce que vous êtes de cet avis? Pas du tout, parce que je souriais tout à l'heure justement quand Yannick faisait son analyse, parce que j'ai toujours la peine à imaginer que certains assimilent la politique à une réunion de famille ou à une séance de prière dans un séminaire. Je crois que la politique est beaucoup plus froide et cynique que ça, au point où en réalité il s'agit d'atteindre des objectifs. Et dans un décret, il y a des objectifs à atteindre. Il y a des cadeaux qu'on ne doit pas forcément faire à ceux qui ne partagent pas la même vision des choses. Et donc, c'est de bonne guerre qu'on ne puisse pas renforcer la base de l'UNDP et qu'on puisse excentrer la capacité d'intervention d'un député de l'ANDP à l'Est pour se contenter de sa seule participation au Sénat. Je crois que c'est de bonne guerre, parce que ce n'est pas le politique. Ce n'est pas le séminaire. Voilà, donc je crois que je souriais, pas parce que l'analyse était fausse, mais parce qu'il y a un peu de naïveté dans la réception des manœuvres politiques qui sont des manœuvres articulées à des échéances précises. Nous sommes dans une année électorale où il ne s'agit pas de faire des cadeaux à ceux qui peuvent apparaître comme vos adversaires, à moyen terme comme étant des concurrents. Alors, Emmanuel Atangana, le RDPC, c'est 87 sièges et l'unique groupe parlementaire et un seul groupe parlementaire. Qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire? Est-ce que ça ne fait pas un peu trop? Non, ça ne peut pas faire un peu trop. C'est vrai qu'on peut regretter l'absence du SIF avec son groupe parlementaire. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Ça fait partie des manœuvres politiciennes. Le SDF avait intérêt à remporter 10 sièges pour avoir un groupe parlementaire. C'est vrai que le groupe parlementaire sert de lobbying pour un parti politique dans l'Assemblée nationale ou bien au Sénat. Le RDPC a largement mérité sa victoire. Le RDPC ne peut pas faire des cadeaux au SDF et forcer pour que le SDF ait son groupe parlementaire. Maintenant, il faut savoir, est-ce que le SDF a été approché? Est-ce qu'il a décliné l'eau? J'ai lu des tonnes de... On en a parlé dans la presse? La littérature concernant la convocation du président du SDF, donc le chairman du SDF, qu'il a été approché par la présidente de la République, le cabinet civil. C'est l'hebdomadaire panafricain. J'ai des amis là-bas, mais je crois qu'ils se sont trompés. Je crois qu'ils se sont trompés parce que le SDF est resté dans sa logique. Le SDF dit qu'il refuse toute nomination qui vient du régime de Paul Biya. Et le RDPC, de sources dignes de foi, n'avait pas intérêt à faire nommer... Le RDPC n'a pas intérêt à faire en sorte que le SDF ait un groupe parlementaire. Ils ne sont pas alliés. Ils ne sont pas liés, mais le RDPC a intérêt à donner un siège de sénateur à l'UPC, avec qui ils ont une alliance depuis 1997. Pour que le Parlement ait une coloration plurielle. Justement, pour que le Parlement ait une coloration plurielle. Le RDPC a intérêt à donner un siège à l'ANDP, dont le président est membre du gouvernement. Le RDPC a intérêt à donner du siège à l'UNDP, qui est son allié depuis
20 ans et dont le président est ministre d'État. Donc ça fait partie du jeu politique. Le RDPC se positionne et projette justement la posture d'un parti majoritaire et qui a une assise nationale et qui veut que l'opinion publique nationale et internationale sache que le SDF jusqu'ici n'est resté qu'un parti régional. C'est la raison pour laquelle ils ont remporté les 7 chaises du Nord-Ouest qui sont fiefs naturels. Sur la question, c'est clair qu'il n'y a peut-être pas eu de rapprochement cette fois-ci, mais pour la gouverne de vos téléspectateurs, selon des informations crédibles, il y a eu un rapprochement en 2013. Il était question qu'on nomme des sénateurs SDF et la hiérarchie de ce parti-là a proposé des noms, il n'y avait pas le nom du chairman et apparemment ça a incommodé la personne qui est chargée de nommer parce qu'il était question qui est le chairman. C'est pour ça que je nuance fortement le propos d'Emmanuel Atangana qui pense qu'il ne faille nommer que des partis alliés. Nommer le SDF dans ce contexte, c'est le fragiliser. Et je pense que compte tenu du mouvement de modernité qui s'est opéré avec l'investiture de Joshua aussi pour la présidentielle, était tout à fait, je dirais, maladroit pour le SDF d'accepter une nomination à quelques mois de l'élection présidentielle. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ça aurait été contre-productif pour la suite. Contre-productif absolument pour un parti qui envoie des signaux de modernité, des signaux de rupture. Donc, accepter une nomination, c'est faire clairement alliance avec le parti au pouvoir, ça devait sonner faux. Donc, je pense que la diversité là, la personne qui nommait ne pouvait pas faire mieux que ça pour donner un groupe parlementaire à notre parti. Maintenant, c'est bien d'avoir la majorité, c'est bien d'avoir une majorité obèse, mais qu'est-ce que le RDPC va faire de cette majorité? Alors justement, justement, voilà. Yannick Yemgabou, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette majorité, j'ai pas envie de dire obèse, comme dit elle est écrasante, elle n'est pas obèse, elle est obèse. De cette majorité? Elle est écrasante plutôt. Non, je vais peut-être vous décevoir. L'existence d'un seul groupe parlementaire, est-ce que pour vous c'est antidémocratique ou pas? Non, je vais peut-être vous décevoir. Il n'y a pas de problème de démocratie, puisque l'élection s'est déroulée régulièrement. Il y a peut-être un problème de morale politique, parce que quand dans une démocratie, un parti contrôle tous les leviers du pouvoir et qu'il n'y a pas de possibilité de contre-pouvoir, c'est toujours un peu dommageable. Mais moi je dis c'est un faux débat. À partir du moment où le collège électoral était connu, et on savait très bien que si on va à une élection, le RDPC va l'emporter haut la main, il n'y a pas lieu de venir crier au scandale après et dire que pourquoi le RDPC a la majorité obèse. C'est un faux débat. Ce qui est constant, à mon avis, c'est que le SDF aurait été bien inspiré de ne pas participer tout simplement à cette élection, sachant que il n'avait... Comme l'a fait le MRC? Oui, enfin, il faut pour être cohérent, mais ça aurait été vraiment été un couteau à double tranchant, parce que ça aurait donné le sentiment soit que ce parti ne s'inscrit pas dans, j'ai envie de dire, dans la légalité entre guillemets, ou alors ça aurait renvoyé quand même l'image que le SDF a très bien conscience que des personnes qui, ou bien le collège électoral n'étant pas favorable à une élection ouverte, sauf que les électeurs sont libres. On l'a dit la semaine dernière, les électeurs sont libres. Mais pas tant que ça. On sait très bien que... On a vu ce qui s'est passé dans le Nord-Ouest, justement. Ça aurait pu se passer ailleurs également. Mais il faut relativiser ce qui s'est passé dans le Nord-Ouest. C'était quand même serré par rapport à d'autres régions du pays. Le SDF avait plus de 400 conseillers municipaux, le RDPC en avait 500 environ. Donc il y avait des chances, avec le contexte sociopolitique, il y avait des chances que certains conseillers municipaux RDPC, entre-temps, aient retourné le veste. Par 21 conseillers municipaux à peu Oui, près. 21 conseillers. Mais regardez la marge, par exemple, si je prends une région comme la région de l'Adamawa. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2013. Regardez la marge. Vous avez une marge qui est telle que, même si 40 conseillers municipaux votent en faveur de l'UNDP, le RDPC est sûr de l'emporter quand même. Donc, pour terminer sur ce point-là, je voudrais quand même dire que le SDF a beau jeu aujourd'hui peut-être
pour certains militants, hein, parce que ce n'est pas tous les militants du SDF qui le pensent, a beau jeu de venir dire que, bon, écoutez, on aurait voulu que le président nous donne, nomme 7 sénateurs SDF pour qu'on puisse avoir... 3 sénateurs, autant pour moi, pour qu'on puisse avoir un groupe parlementaire, mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. Oui, en quelques mots, en quelques mots, je voulais juste préciser pour la gouverne de nos téléspectateurs que le fait pour le SDF d'avoir un groupe parlementaire n'influence pas le travail de production législative. C'est-à-dire que avec ces 10 sénateurs qui font un groupe parlementaire, le SDF ne peut pas influencer l'examen ni le vote d'une loi au Sénat. En revanche, le seul avantage, ou les seuls avantages d'un groupe parlementaire, ce sont des petits avantages matériels, c'est-à-dire des facilités matérielles, avoir un bureau et des salles de réunion au sein... Et même pour la symbolique. Pour la symbolique, et que ça constitue une force de proposition et le lobbying, dans la mesure où le président du groupe parlementaire est membre de la conférence des présidents. Et donc on est l'ordre du jour. Donc il connaît l'ordre du jour. Mais pour ce qui est de la production législative, l'angle parlementaire, surtout celui du FDF avec 10 sénateurs, ne peut pas influencer le RDPC qui a cette majorité. Production législative vers la fin de cette émission. Professeur Aboya, avant que nous observions la première pause de cette émission, je voudrais savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent aux autres partis politiques au regard de ce que nous venons de dire, de l'existence d'un seul groupe parlementaire. Quelles sont les autres possibilités qui s'offrent aux partis d'opposition qui vont siéger au Sénat? Déjà, l'existence d'un groupe parlementaire, ce n'est pas banal, c'est très important. Donc on ne peut pas dire qu'un groupe parlementaire ne sert pas forcément. Au contraire, ça donne de l'emphase à la force d'un parti. Pouvoir constituer un groupe parlementaire, ça veut dire qu'on a un ancrage dans l'opinion publique, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui vous ont fait confiance. Et ça veut dire que pour participer au processus décisionnel au sein du Sénat, au sein de la Chambre. Maintenant, les possibilités qui s'offrent, elles sont légales. Il y a les députés, les parlementaires apparentés qui peuvent se rapprocher d'un nombre important d'élus pour pouvoir constituer un groupe parlementaire. Et là, Emmanuel l'a souligné tout à l'heure, sauf que la plupart de ces députés, de ces sénateurs, sont des alliés du RDPC. On ne verrait pas comment est-ce que les apparentés pourraient se joindre au SDF, à moins que ce soit le Sud-Ouest. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé avec l'élection au niveau du Nord-Ouest, à moins que ce soit les qui décident d'articuler le même repli identitaire qui a entouré l'esprit des sénateurs, des conseillers municipaux du Nord-Ouest pour pouvoir effectivement donner un coup de pouce à un parti, je dis bien à moins. Maintenant, comment vous pouvez parler de vous me laissez aller jusqu'au bout. Puisque vous insistez, je vais encore faire monter le curseur. Vous savez que le SDF a été fâché de ce que les sénateurs de la législature sortante étaient tous de l'Ouest et n'ont pas dérangé le président du Sénat. Vous avez oublié cet incident-là. Et maintenant... Vous êtes content je monte le curseur puisqu'il tient à tout prix qu'on y aille. Je dis que vous vous souvenez que pendant le grabuge qu'il y a eu en fin de budgétaire, on a vu des perturbations au niveau de l'Assemblée nationale. Les mêmes perturbations ne se sont pas reproduites au niveau du Sénat. Allez donc faire la sociologie des sénateurs. Pour une raison évidente. Allez donc faire la sociologie des sénateurs qui étaient donc au niveau du Sénat. Pour une raison évidente. Pour vous dire que, Yannick, je termine. Pour vous dire que je peux comprendre pourquoi ce repli identitaire s'est manifesté à l'occasion. Est-ce que les députés, les conseils municipaux RDPC n'ont pas voulu sanctionner l'élite
de cette région-là. C'est une piste d'analyse qui peut être retenue, mais qui n'exclut pas l'autre piste d'analyse qui est une piste assez sérieuse. Je m'excuse de le dire, mais le procès c'est tout. Non, enfin, je veux dire que c'est un peu caricatural de dire les choses ainsi. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et qui ne s'est pas reproduit dans les mêmes, avec le même brouhaha, on va dire, au Sénat, il y a une raison évidente. D'abord, quand vous voyez les personnalités qui représentaient le SDF au Sénat, vous en aviez 7 qui venaient de l'Adamawa, et moi j'en connaissais beaucoup, qui ne sont pas des politiques rompus. Vous comprenez? Et puis, les sénateurs qui venaient, comme il a dit, de la région de l'Ouest. Vous avez quand même un monsieur qu'on appelait Jean Tchoumelou. Vous pouvez demander vous pouvez demander aux sénateurs, ce n'est pas un tendre. Donc, je veux dire, sur la ligne, le SDF avec une ligne commune qui était partagée par les sénateurs, aussi bien par les sénateurs que par les députés. Ils n'ont pas simplement opéré de la même manière. Et maintenant, je voudrais terminer quand même sur ce qu'on a dit sur la région du Nord-Ouest. C'est quand même très grave de vouloir insinuer que si le SDF a gagné dans le Nord-Ouest, c'est parce qu'il y avait le repli identitaire. Je vous dis, il faut faire un lien avec le contexte socio-politique. Parce que même sur le terrain, nous on est déjà allé à Bamenda. Sur le terrain, vous avez des gens qui sont avec le RDPC, mais qui estiment que le gouvernement n'a pas fait suffisamment à leur goût. Mais ils ne retournent pas leur veste pour autant. Vous comprenez? Vous en avez donc quelques-uns qui ont peut-être, pour des raisons qui leur sont propres, retourné leur veste. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait parce que il y a eu repli identitaire. Il y a un contexte sociopolitique qu'il ne faut pas exclure. Alors, maintenant, nous allons retrouver Inès Magoum pour la revue de presse. Qu'est-ce que les journaux ont dit cette semaine? De quoi a-t-on parlé au courant de ces derniers jours? C'est dans la revue de presse que signe Inès Magoum. Tous les membres de la Chambre haute du Parlement sont désormais connus. Comme le souligne Cameroun Tribune, le président de la République a procédé jeudi dernier à la nomination de 30 autres sénateurs à la suite de la proclamation le 5 avril dernier par le Conseil constitutionnel des résultats de l'élection du 25 mars 2018. Le quotidien à capitaux publics souligne le taux de renouvellement, le nombre de partis politiques représentés, la place des femmes ainsi que les premières réactions des parlementaires nommés. Dans la foulée, le journal Le Jour propose dans sa parution du 13 avril le portrait des 8 personnalités qui font leur entrée au Sénat. Elles y retrouvent parmi les 30 Marcel Nyadi-Fendi, l'ancien président du Sénat, que la Nouvelle Expression et le Messager voient de nouveau au perchoir au cours de cette mandature. Une mandature qui se fera sans le SDF, contrairement aux allégations du magazine Jeune Afrique, dans son édition numéro 2987, qui faisait état d'une rencontre récente entre Ni-John Frondi et le chef de l'État, liée à une éventuelle nomination du chairman à la présidence du Sénat. En cela, le SDF est en phase avec le RDPC, qui quelques jours plus tôt, à travers un de ses militants, mettait le journal Jeune Afrique à nu sur les réseaux sociaux. Nous apprend le quotidien Info Matin du 12 avril dernier. Michel Mombio, délégué de la propagande et de l'éducation du comité de base de Melon Centre, s'insurgeait lui aussi contre les insinuations du magazine panafricain dans son édition numéro 2985. Une démarche qualifiée de pernicieuse par Michel Mombio dans le journal. Et pour justement marquer leur fidélité au président national du RDPC, président de la République, les chefs traditionnels appellent Paul Biya à se présenter à la prochaine présidentielle. Il y a eu les notabilités du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Ouest. Et maintenant, celle des Sawa. Les journaux Cameroun Tribune et L'Essentiel font écho de ces appels des chefs traditionnels. Et comme le souligne le quotidien de Aman Mana, cette déclaration des dignitaires Douala intervient fort opportunément à quelques mois de l'élection présidentielle. En attendant, Paul Biya continue de tenir sereinement la barque Cameroun et de mettre de l'ordre là où il le faut.
C'était encore le cas cette semaine à travers le décret réorganisant l'École nationale d'administration et de magistrature. Le jour note les changements qu'apporte ce décret présidentiel qui tient en 52 articles contre 42 pour le précédent et vient remplacer celui existant depuis le 29 mars 1995. À signaler en pied de notre revue les magazines des administrations. D'abord, Art et Culture Trésor du ministère des Arts et de la Culture qui revient sur la première édition du Festival des musiques et des danses patrimoniales du Cameroun. Puis, le Citadin Magazine du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Pour ce 11e numéro, c'est la conférence internationale sur l'urbanisation durable au Canada, en Chine et en Afrique qui a été mise en vitrine. Merci Inès Magou, mais nous abordons la deuxième partie de notre débat ce soir. Emmanuel Atangana, les supputations vont déjà bon train autour du retour de Marcel Nyadifendi à la tête du Sénat. C'est un poste de représentation qui va bien au-delà des individus et derrière il y a la géopolitique camerounaise. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Je pense qu'on ne peut pas parler pour le moment d'une géopolitique camerounaise. C'est vrai qu'elle existe. Vous savez que le président Paul Biya est très, comment dire ça, à cheval sur sa politique de continuité. Il serait très difficile bon, je ne lis pas dans la boule de cristal, mais il sera très difficile de remplacer au cours de la session de plein droit qui s'ouvre mardi prochain, celui qui occupe actuellement le perchoir du Sénat, c'est-à-dire le ministre Nyadifendi Marcel, le président de l'Assemblée nationale. Il est président depuis une vingtaine d'années. Donc le président Paul Biya, sa logique c'est la stabilité ou bien la continuité dans la stabilité. Je comprends un peu une certaine élite qui vient des régions du sud-ouest et du nord-ouest, une certaine élite qui demande que cette fois-ci c'est à cette partie du pays que revient de droit le perchoir du Sénat, mais je suis convaincu que le président de la République, je ne lis pas dans la boule de cristal, va rester sur sa logique, sur sa politique de continuité ou bien de stabilité dans la continuité, ou bien la continuité dans la stabilité. Alors lorsque je parle de géopolitique, on va quand même essayer d'y aller dans le fond. On a le président de la République qui est du Sud, nous n'allons pas parler du Sénat. Nous allons à l'Assemblée nationale, on a Kavaye Guédibril qui est de l'extrême nord. On a le Premier ministre qui est du nord-ouest, on a le Conseil économique et social avec M. Ayan Luc. On a la Cour suprême avec M. Daniel Mekobe-Sondel. On a le Conseil constitutionnel avec Clément Atangana. Alors, Yannick Yemga, est-ce qu'il est possible qu'on change cette configuration? Et si on le fait, est-ce que ce ne sont pas ces équilibres géopolitiques dont je viens de parler qu'il faudra revoir de manière radicale? Ou alors tout en partie? Nécessairement. Nécessairement, si on venait à changer le visage de la personne qui occupe le deuxième rang protocolairement dans l'État, il y aurait nécessairement redistribution des cartes. Mais moi, je voudrais partager la prudence d'Emmanuel Atangana et rappeler simplement que lorsque Marcel Nyadifendi avait été désigné, c'était vraiment la surprise du chef. Il y avait des noms qui avaient circulé, celui de l'ancien Premier ministre Mafani Moussongué, celui du sultan Ibrahim Bomonjoya, pour ne citer que ces deux noms-là. Et donc, lorsqu'on a choisi M. Marcel Nyadifendi, c'était vraiment une grosse surprise. Maintenant, si cela arrivait, je pense que les journalistes auraient beaucoup de grains à moudre parce que on va spéculer naturellement sur qui va prendre la place de qui. Mais le président nous a habitués à des surprises, donc je pense qu'on ne perd rien pour attendre. Alors justement, en parlant des journalistes, nos confrères du Messager et de la Nouvelle Expression prédisent déjà le retour de Marcel Nyadifendi au perchoir. Georges-Alain Boyomo, c'est
C'est votre avis également? Oui, je pense qu'il y a une bonne partie du suspense qui est éventré depuis la nomination de Marcel Niat. C'est vrai qu'on n'est pas une surprise près sur le renouveau, mais il faut également connaître le président. Le président n'a pas l'habitude de lier ses amis. Il serait quand même assez étonnant que le président nomme Marcel Niat et fait de lui simplement un sénateur ordinaire. Je voudrais convoquer une autre jurisprudence, celle de Mbombo Njoya, qui, une fois que le poste de président du Sénat ne lui a pas ouvert les bras, il n'a siégé dans aucune commission. Je pense qu'il y a quand même des choses non écrites comme ça qui montrent que le président, il serait difficile qu'il nomme quelqu'un d'autre. Maintenant, moi personnellement, ça me pose un problème que ce soit un sénateur nommé qui soit président du Sénat. Est-ce que les sénateurs nommés, alors vous ramenez ce débat, est-ce que les sénateurs nommés sont moins sénateurs que les autres? J'allais expliquer, je parle sur le contrôle pour ça, Boya qui a fait beaucoup de recherches sur la question du parlementarisme. Je crois que le plus grand niveau de légitimité est consacré par l'élection en démocratie. Alors, si on doit nommer un sénateur nommé au poste de président du Sénat, c'est un transfert de légitimité. Est-ce que c'est véritablement une nomination? C'est une nomination, puisque qui investit? Moi, je suis d'accord avec lui. Le fonctionnement du parti au pouvoir. Je suis d'accord avec lui. Est-ce que c'est un décret? Tout à l'heure, vous n'avez pas trouvé à redire sur le propos de Yanné Yemga qui disait que le président a fait ceci, vous avez semblé acquiescer. Donc, je pense que simplement une question de bon sens démocratique pour moi. Je n'ai rien particulièrement contre monsieur Niat, mais je pense qu'en démocratie... Vous verrez à sa place un sénateur élu. Vous verrez bien un sénateur élu. Bien un sénateur élu, mais connaissant l'histoire et la pratique politique au Cameroun, je vois mal le président de la République en train de désigner quelqu'un d'autre. L'analyse de Georges Alain me rappelle cet échange épistolaire assez épique entre le député Martin Oyono de l'Océan et le sénateur nommé de l'UNDP, le docteur Pierre Fambou-Ngayab, sur la problématique de la légitimité d'un sénateur nommé et d'un sénateur élu. Bon, je suis pas le même niveau d'analyse que le professeur Aboya, mais je crois que le sénateur nommé jouit de la même légitimité, la même que le... Justement, parce qu'il est désigné, il est nommé par le président de la République selon les prérogatives constitutionnelles qui reviennent au président de la République, qui lui-même est un élu du peuple. Professeur Aboya, vous avez été interpellé par deux fois. Oui, j'ai été interpellé ici et ailleurs sur cette question qui est en réalité un faux problème, puisque les deux tirent leur légitimité de l'article 20 de la Constitution. Il y a des élus, il y a ceux qui sont nommés par décret. À partir du moment où les 100 sont constitués, ils sont titulaires de la légitimité et on ne peut pas contester la valeur d'un sénateur parce qu'il aurait été nommé. Maintenant, sur la question des supplices, je crois que nous ne faisons que des pronostics. Nous ne faisons que reprendre les pratiques politiques. Le président prend très peu de risques et souvent en année électorale, il en prend encore beaucoup moins dans la manière de dérouler. Et le pronostic, c'est qu'on ne le voit pas en train de prendre un autre risque pour travailler avec quelqu'un qui arrivera là, comme ça, et pour lequel les cœurs peuvent cesser de battre à un moment donné, parce qu'on peut douter de la confiance qu'on aura mise en lui. Et je crois qu'à ce moment, la confiance, Marcel Niat ne l'a pas trahi durant les 5 années, et quand j'ai suivi son propos à l'issue de sa renomination, il a justement promis de rester fidèle comme par le passé. Et ce qui indique quand même la voie à suivre et nous facilite le pronostic en disant que ce monsieur sait que ça tient sur la confiance. Et nous sommes sur le déroulé d'une année électorale et je ne vois pas le président en train de prendre des risques pour donner la crise cardiaque à certaines personnes qui ne tiendraient pas debout à un moment donné. Alors, votre analyse est valable pour cette année, on ne sait pas si elle sera valable pour la prochaine session. Rapidement, juste en quelques secondes. Juste pour schématiser quelque chose. Les sénateurs élus
sont élus pas au suffrage universel direct. Ils sont élus par des conseillers municipaux. Donc il y a aussi un transfert de légitimité. Exactement comme les sénateurs nommés. Le problème que pose Georges Alain est quand même important. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel on devra réfléchir plus tard. Parce qu'il n'est pas sain que une des chambres du Parlement qui est censée contrôler l'action de l'exécutif, que le président de cette chambre-là soit nommé par le patron de l'exécutif. C'est un débat qu'il faudra avoir le courage de faire un jour dans ce pays. De toute façon, pour le moment, la loi est claire sur la question. Oui, pour le moment, la loi est claire. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter la première mandature. Quel est le bilan de la première mandature? C'est dans ce zoom que nous propose Séverin Alégambélé. La première page du livre sur la vie du Sénat au Cameroun est tournée. On peut maintenant, objectivement, jeter un regard rétrospectif sur les actions posées par cette chambre du Parlement pendant la précédente législature. Jeter un regard sur le travail parlementaire en termes de contrôle de l'action gouvernementale et d'adoption des lois. Les sénateurs ont travaillé sur les textes soumis à leur examen. C'est au total 96 lois qui ont été adoptées, dont 4 à l'initiative des sénateurs. Parmi ces dernières, il y a lieu de mentionner la loi portant règlement intérieur du Sénat, adoptée en 2013, avec ses modifications en 2016, et celle relative aux commissions d'enquête parlementaire, et enfin celle fixant le règlement intérieur du Congrès du Parlement. À côté de notre mission de vote de la loi, nous avons également assuré le contrôle de l'action gouvernementale par le biais des questions orales. C'est ainsi que près de 200 questions orales et qu'une quinzaine de questions écrites ont été adressées aux membres du gouvernement dans le but de suivre de très près son action et de formuler des recommandations allant dans le sens de la sauvegarde de l'intérêt et du bien-être des populations. Les pionniers de la Chambre, dans une dynamique commune, ont posé des actes de manière à donner un sens et un contenu au travail du Sénat. En 5 ans, on estime que les délibérations, aussi bien en commission qu'en séance plénière, ont couvert un espace-temps considérable. Nous avons toujours travaillé dans la convivialité, dans la camaraderie, quelle que soit notre famille politique. Nous travaillons, vous savez, moi je dis que nous travaillons toujours, nous essayons toujours de travailler plutôt dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de nos compatriotes, dans l'intérêt des collectivités, pour ce qui nous concerne, les sénateurs. Durant 5 ans, nous avons travaillé dans la sérénité, bien sûr, chacun ayant son point de vue. C'est dans le travail que les opinions peuvent diverger. Essayons de creuser, de chercher, de poser des questions au gouvernement pour pouvoir sortir une loi bonne. Nous fermons la première mandature et nous ne savions pas au début, n'est-ce pas, le Sénat c'était une découverte et nous pensons que nous avons pu travailler et aller au-delà même de ce qu'on espérait parce que vous savez qu'on a dit le Sénat, pourquoi? Il y avait déjà une autre chambre. Pourquoi une deuxième chambre? C'était budgétivore. Et on se rend compte qu'effectivement, le bicaméralisme est un fait dans une démocratie et que le Sénat a sa place. Le sentiment que j'ai, c'est d'avoir participé, d'avoir eu l'honneur d'être parmi les premiers sénateurs du Cameroun et d'autre part d'avoir travaillé avec les collectivités territoriales décentralisées pour en fait asseoir, n'est-ce pas, la démocratie dans notre pays, d'avoir fait ce qu'il fallait. Le Sénat de la première mandature a existé et fonctionné. Et comme tout enfant qui apprend à marcher, il y a eu quelques moments d'hésitation. Par exemple,
l'opinion publique n'a pas toujours compris le fonctionnement de ce qu'on appelle ici la navette parlementaire, la circulation des textes à examiner ou adopter entre les deux chambres du Parlement. À tort ou à raison, pendant la session budgétaire au mois de novembre, on a eu parfois l'impression d'un doublon dans le travail effectué par le Sénat et l'Assemblée nationale. Cela peut relever d'une méthode de travail volontairement choisie pour faciliter, en aval, le contrôle de la constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel mis en place au cours de la législature avec la tenue, et c'est à noter, du tout premier congrès du Parlement. Cette approche méthodique gagnerait cependant à évoluer dans le temps. Retour sur le plateau de scène de presse, la nouvelle mandature, sera donc effectif à partir du 24 avril prochain avec la session de plein droit. Jean-Alain Boyomo, on vient d'écouter ce papier de Séverin Alégambélé sur le bilan de la première mandature et je suis tombée sur un document réalisé par Mutation. Vous avez pratiquement fait le tour des régions, vous avez rencontré des conseillers municipaux, des maires qui vous ont parlé des relations qu'ils ont eues avec les sénateurs pendant cette première mandature. Et s'il est une constante, c'est que les sénateurs ont été pratiquement absents du terrain. Oui, et vraiment absents, en dehors, à l'exception des sénateurs du centre. On a vu comment ils se sont déployés sur le terrain. Mais il faut clairement dire que le rôle premier des sénateurs, ce n'est pas d'aller faire des dons sur le terrain ou utiliser l'argent entre guillemets des micro-projets comme on le voit à l'Assemblée, parce que le Sénat représente les collectivités décentralisées et qui dit collectivité dit les communes et les régions. Malheureusement, on n'a pas encore de régions. Donc on attendait le Sénat sur sa capacité à faire accélérer la décentralisation. Mais on ne l'a pas clairement vu. Tout comme on n'a pas vu un meilleur contrôle de l'action gouvernementale. On s'attendait quand même qu'avec l'avènement de la deuxième chambre, la seconde chambre, on s'attendait à un meilleur contrôle de l'action gouvernementale, mais on a eu le sentiment qu'on a eu affaire à une chambre d'enregistrement bis, c'est-à-dire une machine à légiférer. Et au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, on est resté un temps soit peu sur sa fin. On espérait également en termes de navette parlementaire, mais autant que je me souvienne, il y a eu une seule loi, la loi sur le code pénal, qui a été retoquée par le Sénat, manifestement sous la dictée de l'exécutif. Et donc, on s'est dit que ça a été une mandature blanche et sèche. Alors, je voudrais revenir sur les collectivités territoriales décentralisées, Emmanuel Atangana. Est-ce que c'est un défi ou alors un secteur dans lequel la nouvelle mandature, les nouveaux Sénats devront s'investir absolument dans ce contexte marqué par l'accélération du processus de décentralisation au Cameroun? Je crois que cette mandature intervient justement dans un contexte très précis marqué par l'accélération par le président de la République de la mise en place effective de la décentralisation. Et les sénateurs, comme vient de le rappeler Jean-Alain, représentent les collectivités territoriales décentralisées. Donc, au cours de cette mandature, on attend justement que les sénateurs fassent beaucoup plus d'efforts pour non seulement accélérer qu'ils soient moins distants. Oui, les transferts de ressources et de compétences du gouvernement vers les collectivités territoriales décentralisées. Malheureusement, l'initiative des lois appartient concurremment au Parlement et au Président de la République. Malheureusement, le Sénat est majoritairement RDPC. Et donc, le Sénat va attendre, je crois, comme dans la précédente législature, que les textes de loi viennent du gouvernement. J'en ai discuté dans ma chronique politique une fois avec le professeur Aboya sur les propositions de loi qui sont quand même rares dans le Parlement camerounais. Donc, on a espoir que avec la mise en place effective de la décentralisation, que le Sénat va accélérer, va accompagner le président de la République pour sa mise en place effective. Alors Yannick Bienga, il y a également le terrain de la production législative. Les sénateurs sont également attendus sur ce terrain-là, comme Emmanuel vient de le souligner. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a 87 sénateurs d'obédience RDPC. Sur les 87, vous avez 63 qui sont sortis des urnes.
et ceux qui sont sortis des urnes ont été investis par le RDPC. Et le président national du RDPC s'appelle Paul Biya. Et c'est lui qui donne le tempo par rapport au processus de décentralisation. C'est le président de la République. Donc il faut être juste et équitable pour reconnaître que le processus de décentralisation, le président a donné un signal fort en créant un ministère dédié, ministère de développement, de la décentralisation. C'est une voie qui est ouverte, rien n'empêche désormais les sénateurs d'accompagner. Oui, ils seront dans un rôle, un rôle nécessairement d'accompagnement, mais pas dans un rôle d'impulsion, parce que celui qui impulse, c'est le président de la République. Pour terminer, quand même, il dit que Georges Alain a parlé du bilan des sénateurs. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas toute la... Il n'a pas regardé un peu partout. Moi, je connais des sénateurs qui ont posé des actions, qui ont été présents aussi bien en matière de contrôle de l'action gouvernementale avec les questions orales, qui ont des réalisations physiques. Bon, je vais citer un nom. Maman Gabdoyaya. Mais c'est vrai, mais c'est bien de le dire. Voilà, le Lamido de Bagno, qui a produit un ouvrage d'ailleurs pour indiquer très bien ce qu'il a fait. La CRTV a d'ailleurs fait la note de lecture de cet ouvrage hier. Madame, Messieurs, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse et nous allons écouter le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui fait le bilan à mi-parcours de ses visites de travail à travers le pays. Paul Atangandji, en focus dans cette édition de Scène de Presse. Les instructions ont été claires que je dois, n'est-ce pas, amener dans mes bagages le message de dialogue, de réconciliation et le message de développement. Vous savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a dit en fin d'année dans son discours qu'il y aura un dialogue, mais le dialogue dans un cadre institutionnel. Donc, on va dialoguer dans le strict respect des institutions de la République. Il était question maintenant d'éduquer les populations. Je leur ai dit que le chef d'État vous envoie le message de paix, de réconciliation et de développement. Mais en retour, vous avez le devoir de sauvegarder, n'est-ce pas, l'unité nationale. J'ai dit à ceux qui s'amusent avec la réputation du Cameroun qu'ils n'auront jamais les moyens de combattre notre pays. C'est un pays solide. Le Cameroun, sur la conduite éclairée du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est un pays solide avec des institutions solides. Ceux qui sont dans les brousses, qu'ils sachent qu'ils vont finir entre les mains de la justice, mais ceux qui reconnaissent qu'il y a un État uni, indivisible, et qu'ils viennent demander des excuses, bon, on verra. Mais je crois qu'il est essentiel de tenir le langage de la vérité. Je leur ai dit que je vous donne la paix, vous devez être les messagers de la paix. Je leur ai dit que tous ces enfants-là qui sont en train de brûler les maisons, qui violent les femmes, qui font le braquage, qui font le kidnapping et tout ça, ils ne sont pas à Jupiter, ils ne sont pas à Mercure, ils ne sont pas à Neptune. Mais ils sont avec nous. Ils ne viennent pas de Jupiter, donc ils sont avec nous. Les chefs traditionnels doivent jouer un rôle clé, parce que chacun gère un territoire et une population. Alors un chef traditionnel qui maîtrise sa population, qui maîtrise son territoire, il ne peut pas y avoir de désordre. À chaque fois quand un nouveau venu arrive dans le village, on va dire que mais monsieur, on ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Donc c'est ce travail que j'ai donné aux chefs traditionnels. Globalement, je crois que c'est une mission satisfaisant. C'est une mesure. Je crois que nous avons réalisé beaucoup de progrès dans ce dialogue. Et puis c'est un dialogue constructif. Il est constructif. Et nous avons, n'est-ce pas, rencontré ceux avec qui on pouvait discuter. Donc ceux qui veulent la construction du Cameroun. Ceux qui ne veulent pas la paix au Cameroun, ils finiront entre les mains de la justice. Alors, professeur Aboya, vous venez d'écouter le ministre de l'Administration territoriale sur le bilan à mi-parcours de ses visites à travers le pays. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon, comme première analyse? C'est que il connaît bien son job description. On dirait que il travaillait pour ce poste depuis quasiment 20 ans. Puisque la communication est parfaite, le déroulé sur le terrain est comme dans une partition de musique. Je pense que là, il fait du 100%
dans les premiers sentiments que les uns et les autres éprouvent à son endroit. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. De l'UPC, vous avez parlé des deux parlementaires de l'UNDP. Voilà, là également ça bouge un peu. Et quelque chose qui bouge peut-être à contresens, c'est que il y aura un seul parti, qui aura un groupe parlementaire, c'est le RDPC. Nous allons revenir sur cette question. N'aura pas de groupe parlementaire. Voilà, lorsque vous parlez de l'UNDP, c'est que Pierre Flabo Gayap a été va siéger au Parlement, au Sénat, en compagnie de Jafar Mohamedou, qui vient de la région de la Damawa. Yannick Yemga, bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors vous avez été clair dans votre présentation tout à l'heure, il n'y a pas de nouveau visage au Sénat. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de nouveau visage. Le Sénat ne présente pas pour vous un nouveau visage de manière fondamentale? Oui, de manière fondamentale, on ne peut pas dire que le Sénat présente un nouveau visage. Si je ne prends que les 30 personnalités qui ont été nommées par le chef de l'État, vous voyez bien que les figures les plus emblématiques reviennent. Il y a le président Niat Tifendi Marcel qui revient, il y a le sultan Mobonjoya qui revient. Donc, si je ne cite que ces deux personnalités-là, on voit bien que la configuration de la précédente législature est en train de se redessiner. Mais cela ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas eu quelques changements. Effectivement, pour ce qui concerne la partie septentrionale, on l'a indiqué tantôt, on a vu que dans la région de la Damawa, il y a eu, moi je veux parler de tsunami, puisque personne n'attendait véritablement l'avènement d'un sénateur UNDP. Et on voit bien que, comme nous l'avons dit à l'œil du Sahel, cela c'est le sénateur Baba Madou a été sacrifié sur l'autel des alliances politiciennes entre le RDPC et l'UNDP. J'espère qu'on en parlera quand même. Je voudrais qu'on s'arrête justement sur ces alliances-là. Vous avez titré deal entre le RDPC et le SDF et l'UNDP. Attends pour moi. Oui, deal parce que il vous souvient que pendant le contentieux préélectoral, l'UNDP avait introduit un recours devant le Conseil constitutionnel à l'effet d'obtenir l'annulation de la liste RDPC au motif que une des candidates de cette liste, en l'occurrence Madame Swadatou Diallo, épouse Kalkaba, avait un élément, j'ai envie de dire, faux dans son dossier. Et on a vu que nuitamment ce recours-là a été retiré devant le Conseil constitutionnel. Alors, Raoul Zama a parlé dans cette édition d'atermoiement de l'UNDP. Oui, bon, pour revenir au fait, le recours a été effectivement retiré. Nous avons approché quelques responsables de l'UNDP qui indiquaient que de manière stratégique, ils avaient préféré un recours post-électoral qui avait plus de chances d'aboutir, parce qu'il faut se souvenir que le collège électoral dans la région de la Damawa est largement favorable au RDPC, qui a la majorité des conseillers municipaux. Et donc l'UNDP craignait que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, parce que le RDPC a menacé de voter, de voter pour les listes du SDF. Voilà, très exactement. Et donc on voit très bien que l'UNDP a mené tout son monde en bateau, puisque il n'y a pas eu de recours post-électoral, il n'y a pas eu de contentieux post-électoral pour ce qui concerne ce dossier-là. Et le président a effectivement sorti de son chapeau l'ex-député UNDP pour le
pour remplacer le sénateur Baba Madou. Mais tout ça, l'alliance a été récompensée. Mais tout ça est anecdotique. Je voudrais quand même indiquer quelque chose qu'on a dit en quelques mots. C'est que quand vous voyez par exemple un parti comme l'ANDP, qui est représenté, bon, quand je dis représenté, parce que Mme Aboui Malise, qui est de la région de l'Est, va représenter la région de l'Est, puisque les sénateurs représentent les régions. Mais vous voyez que le porte-étendard de l'ANDP au Sénat, ce sera Mme Aboui Malise, qui est très loin, et l'ANDP, elle est très loin de, je veux dire, des bases même de ce parti, puisque le fief naturel de l'ANDP, c'est dans la partie septentrionale. On a vu la même chose pour l'UNDP. Tout ça, ça renforce l'idée que le RDPC s'est assuré à l'occasion de ces sénatoriales qu'il n'y aurait que sa voix au Sénat, puisque vous voulez dire que le RDPC a fait nommer ou a nommé ses amis pour... Dans tous les cas, c'est de bonne guerre. Je pense que dire le contraire serait malhonnête, c'est de bonne guerre. Je pense que si un autre parti politique était en position des moyens politiques du RDPC, il n'aurait pas permis à l'opposition de s'exprimer. Mais c'est dommage un peu pour l'image de notre démocratie, parce qu'à partir du moment où le Sénat, qui a vocation, qui est une chambre du Parlement, mais qui a vocation à contrôler l'action du gouvernement, est en incapacité de pouvoir le faire, parce que le président du Sénat étant nommé par le chef de l'État, etc. On ne va pas revenir là-dessus. C'est pas très sain, on va dire. Alors, professeur Aboya Manassé, vous venez justement d'écouter Yannick Yemga. Je vous ai vu sourire il y a quelques instants, mais avant que vous ne réagissiez à la posture de Yannick Yemga, je voudrais quand même que nous parlions de cette mandature qui a finalement une coloration plurielle grâce au décret du président de la République qui fait donc entrer 6 partis politiques au Sénat. C'était une exigence, c'était une nécessité au regard de notre système gouvernant, vous le pensez ? Je pense que c'est l'une des caractéristiques du bicamérisme dans les États unitaires qui ne sert pas nécessairement à la fluidité dans l'examen des tests, mais pour lequel il peut être utilisé justement pour régler des problèmes politiques. On a vu le Sénat au Rwanda, au Burundi, plus précisément, à RDC, il a servi de recasement des miliciens au niveau de la capitale. Donc, je crois que l'arme du décret peut permettre d'opérer certains correctifs, en l'occurrence, permettre une représentativité plus large des partis politiques au sein de cette instance, et en même temps, le Sénat qui joue un rôle important dans le double examen de la loi après l'Assemblée nationale, permet justement de s'ajuster, parce que, je le dis toujours, techniquement, l'Assemblée nationale est plus politique que le Sénat, qui a un caractère juridique, qui peut donc corriger les manquements de la Chambre basse au cas où la loi n'est pas examinée avec beaucoup de rigueur. Donc, je pense que l'arme politique dans notre pays, à l'heure actuelle, avec tous les soubresauts qu'on a ici et là, peut être utilisée effectivement pour élargir le champ de participation des partis politiques qui n'auraient pas espéré être représentés sans l'intervention présidentielle, comme on l'a vu donc avec ce décret. Alors, le quotidien Le Jour pense que c'est un vernis, et je cite, c'est un vernis qui sert de gage donné à certains partenaires extérieurs. Est-ce que vous êtes de cet avis? Pas du tout, parce que je souriais tout à l'heure justement quand Yannick faisait son analyse, parce que j'ai toujours la peine à imaginer que certains assimilent la politique à une...
Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Au menu de votre émission ce soir, le Sénat au complet, le décret du président de la République nommant les 30 sénateurs attendus vient boucler une séquence démocratique entamée le 7 février dernier par la convocation du corps électoral. Le décret du président de la République donne une coloration pluraliste à la Chambre haute du Parlement, mais avec un taux de renouvellement d'environ 29%. Peut-on parler d'habit neuf au Sénat? Scène de Presse ouvre le débat, tout comme il se projette sur la présidence de l'institution, les défis qui interpellent cette mandature. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse, le zooming qui fait le bilan de la première mandature, et puis en focus, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, dresse un bilan à mi-parcours de ses visites de travail à travers le pays. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir, c'est en mode selfie. Je suis professeur Aboya Ndong Manassé, politologue. Le Sénat aura-t-il un nouveau visage? Oui, le Sénat aura un nouveau visage avec des nouveaux hommes fraîchement sortis des urnes et ayant bénéficié de l'onction du décret du président de la République. Le Sénat aura un nouveau visage avec une configuration institutionnelle qui laisse seul le RDPC avoir le droit de constituer un groupe parlementaire, le SDF n'ayant pu obtenir que 7 sénateurs sur les 10 requis pour pouvoir constituer un groupe parlementaire. Georges Alain Boyomo, directeur de publication du quotidien Mutation. Le Sénat, QV 2018-2023, c'est la majorité obèse du RDPC. Nous espérons que cette majorité ne va pas enfreindre sur le débat démocratique au sein de cette Chambre. Nous espérons, et cela fortement, que les sénateurs du parti au pouvoir vont se considérer comme des sénateurs de la nation et non les sénateurs d'un parti. Yannick Yunga, coordonnateur de la rédaction de l'Œil du Sahel. Le Sénat camerounais a-t-il un nouveau visage? Je dirais oui et non. Oui, parce que lorsque l'on regarde le Sénat actuel, on voit bien que le RDPC est le seul parti politique à disposer d'un groupe parlementaire au Sénat. Non, parce que une fois de plus, à l'examen de la configuration actuelle du Sénat, on voit bien que le RDPC dispose, comme lors de la précédente législature, d'une majorité absolue, une majorité, j'avais dit, obèse. Je suis Emmanuel Atangana, journaliste en service au poste national de la CRTV. Je crois que la dernière élection sénatoriale, la deuxième de l'histoire politique du Cameroun, et la nomination par le président de la République de 30 sénateurs est une indication précise que le Cameroun est résolument entré dans la modernité politique et démocratique. Par ailleurs, c'est une autre indication de la volonté affichée par le président Biya d'ouvrir l'accès de la Chambre haute à d'autres partis. Et maintenant, place nette au débat. Emmanuel Atangana, bonsoir. Bonsoir Litresse, merci pour l'amitié de l'invitation et bonsoir à vos téléspectateurs et ainsi qu'aux autres panélistes. C'est nous qui vous remercions parce que vous avez été victime d'un sinistre aujourd'hui. Vous auriez pu ne pas venir ce soir, mais grâce à Dieu, vous avez accepté de braver j'ai envie de dire, ce malheur qui vous frappe et d'être des nôtres ce soir. Merci pour vos encouragements. J'étais victime, je ne sais pas si c'est un braquage. Des bandits ou bien des individus mal intentionnés ont cassé ma voiture dans le parking la nuit dernière. Nous espérons que la police pourra nous éclairer sur cette affaire. Alors, je le disais, place nette au débat ce soir. Le président de la République a nommé les 30 qui étaient attendus quelques jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Le Sénat est donc désormais au complet. Un taux de renouvellement de 15% en ce qui concerne les 30. Un taux de renouvellement de 44,28% en ce qui concerne les 70. Alors, peut-on dire que ce Sénat présente un nouveau visage?
je ne sais pas s'il faut absolument parler d'un nouveau visage, parce que le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement, et vous savez que les deux chambres du Parlement ont deux missions essentielles: légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Et c'est un travail collégial, c'est un travail collectif, dont quand les sénateurs sont en plénière, quand ils votent pour le compte d'un parti politique, pour le compte du gouvernement qui est majoritaire, le RDPC, pour cette mandature, dont on ne peut pas, à mon sens, dire qu'il y a un renouvellement. Au niveau de la configuration, peut-être des nouveaux visages. Voilà. Maintenant, le renouvellement, c'est par rapport à l'entrée d'un nouveau parti, un autre parti, l'UPC, dans la chambre haute du Parlement camerounais. L'UPC qui est représenté par un militant de la région du Sud-Ouest. L'UPC qui fait son entrée donc dans ce Sénat. Oui, représenté par un militant de la région du Sud-Ouest, alors que généralement on pense que l'UPC a pour fief la région du Centre, et notamment le département d'Ignon-Ekele, parfois aussi le département de la Sanaga maritime, parce qu'ils ont justement des conseils municipaux dans ces deux départements. Et il s'agit bien de Leke Besongo Akemfor, qui est donc militant de l'UPC, qui est par ailleurs président régional de ce parti politique dans le Sud-Ouest. Georges Alain Boyomo, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, votre journal s'est arrêté sur ce qu'il qualifie de surprise du président de la République. Quelles sont ces surprises? Vous avez parlé des entrées, vous avez parlé de ceux qui sont sortis. Est-ce qu'il y a eu un tsunami véritable? Il n'y en a pas eu? Bon, pas de tsunami, parce que, connaissant bien le président de la République, qui n'est pas habitué des séismes, il est habitué à procéder par dose homéopathique. Mais comme toujours, il y a la surprise du décret et qui bénéficie à un ou deux individus. On l'a vu avec le professeur Albin Bida, qui était naturellement aux anges. L'attente a été très longue. On a vu la sortie de l'ancien ministre Baba Amadou. Rien ne présageait que ça devait être le cas. Il est peut-être la victime d'un certain nombre d'arrangements. On y reviendra. Certainement. Dans la Damawa. Maintenant, on espérait quand même que l'ancien Premier ministre Sachi Diachou, après n'avoir pas été aligné pour l'élection, allait être nommé. Il n'en est rien. Et puis, il y a d'autres surprises. Il y a d'autres surprises, dont celle peut-être prévisible du député, il a été député également, de Roland Mata, de l'Est. Donc, voilà quelques surprises qui ne consacrent pas un tsunami, un mouvement de grande amplitude, mais quand même, il y a des lignes qui bougent. En cela, le SDF est en phase avec le RDPC qui, quelques jours plus tôt, à travers un de ses militants, mettait le journal Jeune Afrique à nu sur les réseaux sociaux. Nous apprend le quotidien Info Matin du 12 avril dernier. Michel Mombio, délégué de la propagande et de l'éducation du comité de base de Melon Centre, s'insurgeait lui aussi contre les insinuations du magazine panafricain dans son édition numéro 2985. Une démarche qualifiée de pernicieuse par Michel Mombio dans le journal. Et pour justement marquer leur fidélité au président national du RDPC, président de la République, les chefs traditionnels appellent Paul Biya à se présenter à la prochaine présidentielle. Il y a eu la notabilité du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Ouest. Et maintenant, celle des Sawa. Les journaux Cameroun Tribune et L'Essentiel font écho de ces appels des chefs traditionnels. Et comme le souligne le quotidien de Aman Mana, cette déclaration des dignitaires Douala intervient fort opportunément à quelques mois de l'élection présidentielle. En attendant, Paul Biya continue de tenir sereinement la barque Cameroun et de mettre de l'ordre là où il le faut. C'était encore le cas cette semaine à travers le décret réorganisant l'École nationale d'administration et de magistrature. Le jour note les changements qu'apporte ce décret présidentiel qui tient en 52 articles contre 42 pour le précédent et vient remplacer celui existant depuis le 29 mars 1995. A signaler en pied de notre revue les magazines des administrations. D'abord, Art et Culture Trésor du ministère des Arts et de la Culture
qui revient sur la première édition du Festival des musiques et des danses patrimoniales du Cameroun. Puis, le Citadin Magazine du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Pour ce 11e numéro, c'est la conférence internationale sur l'urbanisation durable au Canada, en Chine et en Afrique qui a été mise en vitrine. Merci Inès Magou. Mais nous abordons la deuxième partie de notre débat ce soir. Emmanuel Atangana, les supputations vont déjà bon train autour du retour de Marcel Nyadji-Fendi à la tête du Sénat. C'est un poste de représentation qui va bien au-delà des individus. Et derrière, il y a la géopolitique camerounaise. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Je pense qu'on ne peut pas parler pour le moment d'une géopolitique camerounaise. C'est vrai qu'elle existe. Vous savez que le président Paul Biya est très, comment dire ça, cheval sur sa politique de continuité. Il sera très difficile bon, je ne lis pas dans la boule de cristal, mais il sera très difficile de remplacer au cours de la session de plein droit qui s'ouvre mardi prochain, celui qui occupe actuellement le perchoir du Sénat, c'est-à-dire le ministre Nyadji-Fendi Marcel, le président de l'Assemblée nationale. Il est président depuis une vingtaine d'années. Donc le président Paul Biya, sa logique c'est la stabilité ou bien la continuité dans la stabilité. Je comprends un peu une certaine élite qui vient des régions du sud-ouest et du nord-ouest, une certaine élite qui demande que cette fois-ci c'est à cette partie du pays que revient de droit le perchoir du Sénat, mais je suis convaincu que le président de la République, je ne lis pas dans la boule de cristal, va rester sur sa logique, sur sa politique de continuité ou bien de stabilité dans la continuité, ou bien la continuité dans la stabilité. Alors lorsque je parle de géopolitique, on va quand même essayer d'y aller dans le fond. On a le président de la République qui est du Sud, nous n'allons pas parler du Sénat. Nous allons à l'Assemblée nationale, on a Kavaye Guédibril qui est de l'extrême nord. On a le Premier ministre qui est du nord-ouest, on a le Conseil économique et social avec M. Ayan Luc. On a la Cour suprême avec M. Daniel Mekobe-Sondel. On a le Conseil constitutionnel avec Clément Atangana. Alors, Yannick Yemga, est-ce qu'il est possible qu'on change cette configuration? Et si on le fait, est-ce que ce ne sont pas ces équilibres géopolitiques dont je viens de parler qu'il faudra revoir de manière radicale? Ou alors en partie? Nécessairement. Nécessairement, si on venait à changer le visage de la personne qui occupe le deuxième rang protocolairement dans l'État, il y aurait nécessairement redistribution des cartes. Mais moi, je voudrais partager la prudence d'Emmanuel Atangana et rappeler simplement que lorsque Marcel Nyadji-Fendi avait été désigné, c'était vraiment la surprise du chef. Il y avait des noms qui avaient circulé, celui de l'ancien Premier ministre Massani Moussongué, celui du sultan Ibrahim Bomonjoya, pour ne citer que ces deux noms-là. Et donc, lorsqu'on a choisi M. Marcel Nyadji-Fendi, c'était vraiment une grosse surprise. Maintenant, si cela arrivait, je pense que les journalistes auraient beaucoup de grains à moudre parce que on va spéculer naturellement sur qui va prendre la place de qui. Mais le président nous a habitués à des surprises, donc je pense qu'on ne perd rien pour attendre. Alors justement, en parlant des journalistes, nos confrères du Messager et de la Nouvelle Expression prédisent déjà le retour de Marcel Nyadji-Fendi au perchoir. Georges-Alain Boyomo, c'est votre avis également? Oui, je pense qu'il y a une bonne partie du suspense qui est éventré depuis la nomination de Marcel Nyadji. C'est vrai qu'on n'est pas une surprise près sous le renouveau, mais il faut également connaître le président. Le président n'a pas l'habitude de lier ses amis. Il serait quand même assez étonnant que le président nomme Marcel Nyadji et fait de lui simplement un sénateur ordinaire. Je voudrais convoquer une autre jurisprudence, celle de Mbombo Njoya, qui, une fois que
le poste de président du Sénat ne lui a pas ouvert les bras, il n'a siégé dans aucune commission. Je pense qu'il y a quand même des choses non écrites comme ça qui montrent que le président, il serait difficile qu'il nomme quelqu'un d'autre. Maintenant, moi personnellement, ça me pose un problème que ce soit un sénateur nommé qui soit président du Sénat. Est-ce que les sénateurs nommés, alors vous ramenez ce débat, est-ce que les sénateurs nommés sont moins sénateurs que les autres? J'allais expliquer, je parle sur le contrôle pour ça, Boya qui a fait beaucoup de recherches sur la question du parlementarisme. Je crois que le plus grand niveau de légitimité est consacré par l'élection en démocratie. Alors, si on doit nommer un sénateur nommé au poste de président du Sénat, c'est un transfert de légitimité. Est-ce que c'est véritablement une nomination? C'est une nomination, puisque qui investit? Moi, je suis d'accord avec lui. Le fonctionnement du parti au pouvoir. Je suis d'accord avec lui. Est-ce que c'est un décret? Tout à l'heure, vous n'avez pas trouvé à redire sur le propos de Yanné Yemga qui disait que le président a fait ceci. Vous avez semblé acquiescer. Donc, je pense que simplement une question de bon sens démocratique pour moi. Je n'ai rien particulièrement contre monsieur Niat. Mais je pense qu'en démocratie... Vous verrez à sa place un sénateur élu. Vous verrez bien un sénateur élu. Bien un sénateur élu, mais connaissant l'histoire et la pratique politique au Cameroun, je vois. Une réunion de famille ou à une séance de prière dans un séminaire. Je crois que la politique est beaucoup plus froide et cynique que ça, au point où en réalité... Il s'agit d'atteindre des objectifs. Et dans un décret, il y a des objectifs à atteindre. Il y a des cadeaux qu'on ne doit pas forcément faire à ceux qui ne partagent pas la même vision des choses. Et donc, c'est de bonne guerre qu'on ne puisse pas renforcer la base de l'UNDP et qu'on puisse excentrer la capacité d'intervention d'un député de l'ANDP à l'Est pour se contenter de sa seule participation au Sénat. Je crois que c'est de bonne guerre parce que ce n'est pas le séminaire. Voilà, donc je crois que je souriais, pas parce que l'analyse était fausse, mais parce qu'il y a un peu de naïveté dans la réception des manœuvres politiques qui sont des manœuvres articulées à des échéances précises. Nous sommes dans une année électorale où il ne s'agit pas de faire des cadeaux à ceux qui peuvent apparaître à moyen terme comme étant des concurrents. Alors, Emmanuel Atangana, le RDPC, c'est 87 sièges et l'unique groupe parlementaire et un seul groupe parlementaire. Qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire? Est-ce que ça ne fait pas un peu trop? Non, ça ne peut pas faire un peu trop. C'est vrai qu'on peut regretter l'absence du SIF avec son groupe parlementaire. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Ça fait partie des manœuvres politiciennes. Le SDF avait intérêt à remporter 10 sièges pour avoir un groupe parlementaire. C'est vrai que le groupe parlementaire sert de lobbying pour un parti politique dans l'Assemblée nationale ou bien au Sénat. Le RDPC a largement mérité sa victoire. Le RDPC ne peut pas faire des cadeaux au SDF et forcer pour que le SDF ait son groupe parlementaire. Maintenant, il faut savoir, est-ce que le SDF a été approché? Est-ce qu'il a décliné l'eau? J'ai lu des tonnes de... On en a parlé dans la presse? La littérature concernant la convocation du président du SDF, donc le chairman du SDF, qu'il a été approché par la présidente de la République, le cabinet civil. C'est l'hebdomadaire panafricain. J'ai des amis là-bas, mais je crois qu'ils se sont trompés. Je crois qu'ils se sont trompés parce que le SDF est resté dans sa logique. Le SDF dit qu'il refuse toute nomination qui vient du régime de Paul Biya. Et le RDPC, de sources dignes de foi, n'avait pas intérêt à faire nommer... Le RDPC n'a pas intérêt à faire en sorte que le SDF ait un groupe parlementaire. Ils ne sont pas alliés. Ils ne sont pas alliés, mais le RDPC a intérêt à donner un siège de sénateur à l'UPC, avec qui ils ont une alliance depuis 1997. Pour que le Parlement ait une coloration plurielle. Justement, pour que le Parlement ait une coloration plurielle. Le RDPC a intérêt à donner un siège à l'ANDP, dont le président est membre du gouvernement. Le RDPC a intérêt à donner du siège à l'UNDP, qui est son allié depuis
20 ans et dont le président est ministre d'État. Donc ça fait partie du jeu politique. Le RDPC se positionne et projette justement la posture d'un parti majoritaire et qui a une assise nationale et qui veut que l'opinion publique nationale et internationale sache que le SDF jusqu'ici n'est resté qu'un parti régional. C'est la raison pour laquelle ils ont remporté les 7 chaises du Nord-Ouest qui sont fiefs naturels. Sur la question, c'est clair qu'il n'y a peut-être pas eu de rapprochement cette fois-ci, mais pour la gouverne de vos téléspectateurs, selon des informations crédibles, il y a eu un rapprochement en 2013. Il était question qu'on nomme des sénateurs SDF et la hiérarchie de ce parti-là a proposé des noms, il n'y avait pas le nom du chairman et apparemment ça a incommodé la personne qui est chargée de nommer parce qu'il était question qui est le chairman. C'est pour ça que je nuance fortement le propos d'Emmanuel Atangana qui pense qu'il ne faille nommer que des partis alliés. Nommer le SDF dans ce contexte, c'est le fragiliser. Et je pense que compte tenu du mouvement de modernité qui s'est opéré avec l'investiture de Joshua aussi pour la présidentielle, était tout à fait, je dirais, maladroit pour le SDF d'accepter une nomination à quelques mois de l'élection présidentielle. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ça aurait été contre-productif pour la suite. Contre-productif absolument pour un parti qui envoie des signaux de modernité, des signaux de rupture. Donc, accepter une nomination, c'est faire clairement alliance avec le parti au pouvoir, ça devait sonner faux. Donc, je pense que la diversité là, la personne qui nommait ne pouvait pas faire mieux que ça pour donner un groupe parlementaire à notre parti. Maintenant, c'est bien d'avoir la majorité, c'est bien d'avoir une majorité obèse, mais qu'est-ce que le RDPC va faire de cette majorité? Alors justement, justement, voilà. Yannick Yemgabou, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette majorité, j'ai pas envie de dire obèse, comme si... Elle est écrasante, elle n'est pas obèse, elle est obèse. De cette majorité? Elle est écrasante plutôt. Non, je vais peut-être vous décevoir. L'existence d'un seul groupe parlementaire, est-ce que pour vous c'est antidémocratique ou pas? Non, je vais peut-être vous décevoir. Il n'y a pas de problème de démocratie, puisque l'élection s'est déroulée régulièrement. Il y a peut-être un problème de morale politique, parce que quand dans une démocratie, un parti contrôle tous les leviers du pouvoir et qu'il n'y a pas de possibilité de contre-pouvoir, c'est toujours un peu dommageable. Mais moi je dis que c'est un faux débat. À partir du moment où le collège électoral était connu, et on savait très bien que si on va à une élection, le RDPC va l'emporter haut la main, il n'y a pas lieu de venir crier au scandale après et dire que pourquoi le RDPC a la majorité obèse. C'est un faux débat. Ce qui est constant, à mon avis, c'est que le SDF aurait été bien inspiré de ne pas participer tout simplement à cette élection, sachant que il n'avait... Comme l'a fait le MRC? Oui, enfin, il faut pour être cohérent, mais ça aurait été vraiment été un couteau à double tranchant, parce que ça aurait donné le sentiment soit que ce parti ne s'inscrit pas dans, j'ai envie de dire, dans la légalité entre guillemets, ou alors ça aurait renvoyé quand même l'image que le SDF a très bien conscience que des personnes qui, ou bien le collège électoral n'étant pas favorable à une élection ouverte, sauf que les électeurs sont libres, on l'a dit la semaine dernière, les électeurs sont libres. Oui, mais pas tant que ça, on sait très bien que... On a vu ce qui s'est passé dans le Nord-Ouest, justement. Ça aurait pu se passer ailleurs également. Mais il faut relativiser ce qui s'est passé dans le Nord-Ouest. Vous avez c'était quand même serré par rapport à d'autres régions du pays. Le SDF avait plus de 400 conseillers municipaux, le RDPC en avait 500 environ. Donc il y avait des chances, avec le contexte sociopolitique, il y avait des chances que certains conseillers municipaux RDPC, entre-temps, aient retourné le veste. Par 21 conseillers municipaux à peu près. Oui, 21 conseillers. Mais regardez la marge, par exemple, si je prends une région comme la région de l'Adamawa. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2013. Regardez la marge. Vous avez une marge qui est telle que, même si 40 conseillers municipaux votent en faveur de l'UNDP, le RDPC est sûr de l'emporter quand même. Donc pour terminer sur ce point-là, je voudrais quand même dire que le SDF a beau jeu aujourd'hui peut-être
pour certains militants, hein, parce que ce n'est pas tous les militants du SDF qui le pensent, a beau jeu de venir dire que, bon, écoutez, on aurait voulu que le président nous donne, nomme 7 sénateurs SDF pour qu'on puisse avoir... 3 sénateurs, autant pour moi, pour qu'on puisse avoir un groupe parlementaire, mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. Oui, en quelques mots, en quelques mots, je voulais juste préciser pour la gouverne de nos téléspectateurs que le fait pour le SDF d'avoir un groupe parlementaire n'influence pas le travail de production législative. C'est-à-dire que avec ces 10 sénateurs qui font un groupe parlementaire, le SDF ne peut pas influencer l'examen ni le vote d'une loi au Sénat. En revanche, le seul avantage, ou les seuls avantages d'un groupe parlementaire, ce sont des petits avantages matériels, c'est-à-dire des facilités matérielles, avoir un bureau et des salles de réunion au sein... Et même pour la symbolique. Pour la symbolique, et que ça constitue une force de proposition et le lobbying, dans la mesure où le président du groupe parlementaire est membre de la conférence des présidents. Et donc on est l'ordre du jour. Donc il connaît l'ordre du jour. Mais pour ce qui est de la production législative, l'angle parlementaire, surtout celui du FDF avec 10 sénateurs, ne peut pas influencer le RDPC qui a cette majorité. Production législative vers la fin de cette émission. Professeur Aboya, avant que nous observions la première pause de cette émission, je voudrais savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent aux autres partis politiques au regard de ce que nous venons de dire, de l'existence d'un seul groupe parlementaire. Quelles sont les autres possibilités qui s'offrent aux partis d'opposition qui vont siéger au Sénat? Déjà, l'existence d'un groupe parlementaire, ce n'est pas banal, c'est très important. Donc on ne peut pas dire que un groupe parlementaire ne sert pas forcément. Au contraire, ça donne de l'emphase à la force d'un parti. Pouvoir constituer un groupe parlementaire, ça veut dire qu'on a un ancrage dans l'opinion publique, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui vous ont fait confiance. Et ça veut dire que vous participez au processus décisionnel au sein du Sénat, au sein de la Chambre. Maintenant, les possibilités qui s'offrent, elles sont légales. Il y a les députés, les parlementaires apparentés qui peuvent se rapprocher d'un nombre important d'élus pour pouvoir constituer un groupe parlementaire. Et là, Emmanuel l'a souligné tout à l'heure, sauf que la plupart de ces députés, de ces sénateurs, sont des alliés du RDPC. On ne verrait pas comment est-ce que les apparentés pourraient se joindre au SDF, à moins que ce soit le Sud-Ouest. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé avec l'élection au niveau du Nord-Ouest, à moins que ce soit les qui décident d'articuler le même repli identitaire qui a entouré l'esprit des sénateurs, des conseillers municipaux du Nord-Ouest pour pouvoir effectivement donner un coup de pouce à un parti, je dis bien à moins. Maintenant, comment vous pouvez parler de vous me laissez aller jusqu'au bout. Puisque vous insistez, je vais encore faire monter le curseur. Vous savez que le SDF a été fâché de ce que les sénateurs de la législature sortante étaient tous de l'Ouest et n'ont pas dérangé le président du Sénat. Vous avez oublié cet incident-là. Et maintenant, je monte le curseur puisqu'il tient à tout prix qu'on y aille. Je dis que vous vous souvenez que pendant le grabuge qu'il y a eu en fin de budgétaire, on a vu des perturbations au niveau de l'Assemblée nationale. Les mêmes perturbations ne se sont pas reproduites au niveau du Sénat. Allez donc faire la sociologie des sénateurs. Pour une raison évidente. Allez donc faire la sociologie des sénateurs qui étaient donc au niveau du Sénat. Pour une raison évidente. Pour vous dire que, Yannick, je termine. Pour vous dire que je peux comprendre pourquoi ce repli identitaire s'est manifesté à l'occasion. Est-ce que les députés, les conseils municipaux RDPC n'ont pas voulu sanctionner l'élite
de cette région-là. Pourquoi vous y voyez c'est une piste d'analyse qui peut être retenue, mais qui n'exclut pas l'autre piste d'analyse qui est une piste assez sérieuse. Je m'excuse de le dire, mais le procès c'est tout. Non, enfin, je veux dire que c'est un peu caricatural de dire les choses ainsi. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et qui ne s'est pas reproduit dans les mêmes, avec le même brouhaha, on va dire, au Sénat, il y a une raison évidente. D'abord, quand vous voyez les personnalités qui représentaient le SDF au Sénat, vous en aviez 7 qui venaient de l'Adamawa, et moi j'en connaissais beaucoup, qui ne sont pas des politiques rompus, vous comprenez? Et puis, les sénateurs qui venaient, comme il a dit, de la région de l'Ouest, vous avez quand même un monsieur qu'on appelait Jean Tchoumelou, vous pouvez demander, vous pouvez demander aux sénateurs, ce n'est pas un tendre. Donc, je veux dire, sur la ligne, le SDF avec une ligne commune qui était partagée par les sénateurs, aussi bien par les sénateurs que par les députés. Ils n'ont pas simplement opéré de la même manière. Et maintenant, je voudrais terminer quand même sur ce qu'on a dit sur la région du Nord-Ouest. C'est quand même très grave de vouloir insinuer que si le SDF a gagné dans le Nord-Ouest, c'est parce qu'il y avait le repli identitaire. Je vous dis, il faut faire un lien avec le contexte socio-politique. Parce que même sur le terrain, nous on est déjà allé à Bamenda. Sur le terrain, vous avez des gens qui sont avec le RDPC, mais qui estiment que le gouvernement n'a pas fait suffisamment à leur goût. Mais ils ne retournent pas leur veste pour autant. Vous comprenez? Vous en avez donc quelques-uns qui ont peut-être, pour des raisons qui leur sont propres, retourné leur veste. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait parce que il y a eu repli identitaire. Il y a un contexte sociopolitique qu'il ne faut pas exclure. Alors, maintenant, nous allons retrouver Inès Magoum pour la revue de presse. Qu'est-ce que les journaux ont dit cette semaine? De quoi a-t-on parlé au courant de ces derniers jours? C'est dans la revue de presse que signe Inès Magoum. Tous les membres de la Chambre haute du Parlement sont désormais connus. Comme le souligne Cameroun Tribune, le président de la République a procédé jeudi dernier à la nomination de 30 autres sénateurs à la suite de la proclamation le 5 avril dernier par le Conseil constitutionnel des résultats de l'élection du 25 mars 2018. Le quotidien à capitaux publics souligne le taux de renouvellement, le nombre de partis politiques représentés, la place des femmes ainsi que les premières réactions des parlementaires nommés. Dans la foulée, le journal Le Jour propose dans sa parution du 13 avril le portrait des 8 personnalités qui font leur entrée au Sénat. Elles y retrouvent parmi les 30 Marcel Nyadi-Fendi, l'ancien président du Sénat, que la Nouvelle Expression et le Messager voient de nouveau au perchoir au cours de cette mandature. Une mandature qui se fera sans le SDF, contrairement aux allégations du magazine Jeune Afrique, dans son édition numéro 2987, qui faisait état d'une rencontre récente entre Ni-John Frondi et le chef de l'État liée à une éventuelle nomination du chairman à la présidence du Sénat.